Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma, qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous? Dans cette capsule perdue dans l'espace, que constateraient-ils de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde? Mensonges, duplicité, altérité, psychose, simulacre, mise en abîme, gémilité, sosie, tous ces thèmes chers au cinéma vous disent quelque chose. Vous les avez forcément croisés un jour ou l'autre au cours de votre cinéphilie. Tous ces mots ont comme dénominateur commun de se rassembler autour d'un même bannière, le motif du double. Un motif, on l'a dit, ô combien populaire, et pour cause, tout dramaturge sait en connaissance de cause que pour qu'une bonne histoire soit réussie, il faut que le protagoniste vive un conflit. Et quoi de mieux comme conflit qu'un miroir du personnage, deux faces d'une même pièce, l'image perturbante et menaçante du double. Mais avant d'aborder le cinéma, concentrons-nous sur la nature philosophique et psychologique du double. Disclaimer. Ce qui va suivre est notre déduction de la conception de la thématique, ça ne veut pas dire que c'est la seule et l'unique. On ne prétend pas prêcher la bonne parole, il y a de nombreuses écoles de pensée à ce sujet, c'est une thématique complexe qui regroupe de nombreuses réflexions philosophiques et psychologiques. Notre but est avant tout de poser une base sur une question que tout le monde se pose afin que la compréhension de nos critiques soit la plus pertinente et plus profonde. Alors le double, qu'est-ce que c'est? En tant qu'humains, nous expérimentons la réalité entre autres par nos 5 sens, via notre monde, la Terre, etc. C'est une expérience empirique d'un monde matériel, soit un monde constitué de formes et de matière, une matière qui est elle-même soumise à des propriétés physiques. Donc ce monde est par conséquent achevé et fini. Il possède dans notre apprentissage de la réalité un début, une fin, des limites et donc ce qu'on pourra appeler des extrêmes. C'est cette expérience d'un monde fini et limité qui nous permet de comprendre ce qui nous entoure, de l'explorer de manière entière, car nous pouvons aller d'une extrémité à l'autre et donc, par conséquent, d'une dualité à l'autre. Par exemple, le bien, le mal, le noir, le blanc, la vie, la mort, la lumière, l'obscurité. Bref, on a compris. Et par conséquent, ça nous permet de découvrir, dans un second temps, un spectre nuancé de concepts qui nous entourent. Donc voir le monde sous un aspect double nous permet en fait de définir notre réalité et ainsi de construire des règles, des normes ou encore une morale. Par exemple, si on reprend l'exemple du bien et du mal, le fait en fait d'avoir ces deux extrêmes nous permet de réfléchir ensuite à où s'arrête le bien, où commence le mal, où s'arrête le mal, quels comportements sont définis comme bons, quels comportements sont définis comme mauvais, et où encore lesquels deviennent des exemples de vertu. Cependant, si on regarde une définition un petit peu différente, par exemple celle que donne Nietzsche, donc je vulgarise, mais celle que donne Nietzsche à propos de la dualité, eh bien pour lui, elle n'existe pas vraiment. En fait, il voit les extrêmes comme deux réunions de la même chose. Pour illustrer ce propos, on peut regarder par exemple l'exemple de la lumière et de l'obscurité. Donc la lumière dans sa qualité de ce qui nous permet de voir et l'obscurité dans sa qualité de ce qui ne nous permet pas de voir. Donc si on met l'un à une extrémité et l'autre de l'autre, eh bien il se trouve que pour lui, donc pour Nietzsche, si on pousse la lumière à son maximum, alors elle devient aveuglante. Et donc elle nous empêche aussi de voir. Donc on peut se rendre compte que la lumière peut aussi être ce qui nous permet de ne pas voir, comme l'obscurité. Donc en fait, elle devient une forme d'obscurité pour les sens humains. Donc en fait, plutôt que de les considérer comme deux choses qui sont en conflit, qui s'opposent et ne se rejoignent jamais, alors dans ce cas, peut-être qu'elles finissent par se confondre et qu'en fait les deux concepts partagent une qualité commune. Alors qu'en est-il pour les êtres humains?
Dans la psychologie du développement de l'enfant, on apprend que le bébé, peu après sa naissance, n'est pas capable de différencier ce qui l'entoure de lui-même. Sa mère, le biberon, le monde, tout est lui. Il va donc apprendre à faire la différence entre ce lui et les autres. Au contraire, on a également tous vu ces vidéos de très jeunes enfants ou d'animaux qui se retrouvent face à leur reflet et pensent qu'ils sont face à un autre. Alors on se rend compte qu'après la phase où l'enfant ne peut pas se distinguer de ce qui l'entoure, vient celle de la séparation obligatoire, où il est nécessaire pour lui de faire la part entre le lui et le monde. On peut donc considérer à partir de ces exemples que le rapport à l'autre est comme un témoignage de notre existence comme réelle. On se compare ou alors on s'identifie à l'autre, ce qui nous permet de créer au final un lien avec nous-mêmes. Si on était seul sans contact avec l'autre, on finirait probablement par se demander si notre existence est réelle. On peut prendre l'exemple du film Seul au monde, qui parle de ce genre de problématique, et notamment la création du personnage Ballon Wilson comme compagnie. Alors, du coup, que veut dire le fait de se regarder soi-même, mais depuis l'extérieur de soi? Au fond, c'est comme si on dupliquait une problématique, en l'occurrence le soi, pour créer un rapport à soi-même. Comme si c'était une autre personne avec des réflexions, des intentions, des volontés, des intérêts différents des nôtres, mais qui a la même apparence que la nôtre. Le mystère du double réside dans le fait que c'est moi et pas moi à la fois. Alors oui, cette démarche est très symbolique, ça illustre métaphoriquement énormément de problématiques auxquelles fait face un être humain seul dans sa propre existence. C'est à la fois la perte de soi, l'affrontement à sa propre existence et à un mal qui ne vient potentiellement jamais vraiment que des autres, mais essentiellement de soi-même et de son rapport à soi. Alors après avoir remis dans le contexte que nous entendons par le double et la dualité, qu'est-ce qu'on peut en déduire à travers les films? Donc tout d'abord, nous allons nous intéresser au film Us, Your Name de Makoto Shinkai, et pour terminer, La dernière vie de Simon, réalisé par Léo Carman. Donc, notre premier film, c'est Us, sorti en 2019. C'est un thriller d'épouvante horreur écrit et réalisé par Jordan Peele. C'est son deuxième film après son succès public et critique qui est Get Out, dont il a reçu le meilleur Oscar du scénario original. Comme Get Out, c'est un véritable succès au box-office, au point de dépasser son premier film en termes de nombre d'entrées. Et c'est un film avec des actrices récompensées comme Lupita Nyong'o, qu'on a vu dans 12 Years a Slave, Elizabeth Moss pour La Servante écarlate, et Winston Duke, connu notamment pour son rôle dans Black Panther. Alors, le synopsis. De retour dans sa maison d'enfance, à Santa Cruz sur la côte californienne, Adelaide Wilson a décidé de passer des vacances de rêve avec son mari Gabe et leurs deux enfants, Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu'irrésolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ceux qu'elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Tyler, les Wilson rentrent enfin à la maison où ils découvrent 4 personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires, leur propre double. Alors j'aime beaucoup le début du film car sur les 2 heures que compte le long métrage, Jordan Peele nous amène durant toute la première demi-heure vers le point culminant, vers le début de l'action. Pour nous teaser cela, pour faire monter la sauce et les enjeux, il utilise un motif que je trouve très intéressant et très pertinent, à savoir le motif du palindrome et de la prophétie. Et cela, ça commence dans les toutes premières minutes du film. Alors que la jeune Red est à la fête foraine avec ses parents, on voit un jeune, probablement sans abri, brandir une pancarte sur laquelle est inscrit Jérémia 11:11. Donc ce dernier ne parle pas, ne fait qu'observer la petite marcher et jouer. Et ce personnage joue sur cette idée de personne désincarnée portant un message, agissant comme un présage. Donc, qu'est-ce que Jérémia 11:11 de la Bible veut dire? Je vous cite. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Donc, cela semble évocateur d'une certaine fin du monde. L'idée selon laquelle une punition divine s'abattra sur l'humanité pour y apporter des malheurs inévitables. Et que, on aura beau crier, nous ne serons réduits à notre propre sort, à notre propre destin. Et cela est évidemment annonciateur que le jour des reliés, à savoir l'appellation des doubles dans le film, ceux avec les tuniques rouges là, c'est annonciateur que leur jour est arrivé, ou du moins le point de départ, mais aussi et surtout que Adélaïde va devoir affronter un destin tragique auquel elle seule peut s'en extirper. Alors oui, et même d'ailleurs, je trouve qu'il y a un truc très intéressant, comme tu l'as dit, dans la pancarte, Jérémie 11:11. Donc oui, il y a forcément le palindrome, on a cette double numérotation.
Mais au-delà même, moi j'étais pas très calée, niveau, symbolique biblique et tout. Et j'ai cherché sur internet aussi, hein, t'en fais pas, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai été quand même faire des recherches et je me suis pas juste arrêtée bah, du coup, au Jérémie 11:11 parce que je trouvais que ça me disait des choses qui m'évoquaient pas énormément. Parce que j'avais pas toute la contextualité, pardon. Et du coup, en fait, en recherchant, on découvre que ça parle de 2 peuples qui sont punis par Dieu, car ils se sont mis à honorer des faux dieux, enfin c'est ce qu'ils appellent, des faux dieux, qu'ils ont eux-mêmes créés et ils se sont en fait perdus dans l'adoration d'icônes, de temples, un sens qu'on pourra coupler d'ailleurs avec l'idée de superficialité de l'Amérique, qui selon moi, caractérise assez bien le film, que je développerai plus tard. Et en fait, ce personnage, c'est en plus le premier double qu'on voit dans le film. C'est l'homme qui se Oui, trouve sur la effectivement. plage, voilà. Effectivement, ouais. Et c'est vrai que je l'avais pas capté tout de suite et en fait, c'est à la fin, quand Ouais, on les voit quand qui tu vois font, le cette espèce de ligne. ouais, cette grande, oui, c'est une ligne, pardon. Oui, c'est ça, oui, cette espèce de ligne qui se déroule là jusqu'à la mer et qu'après on voit même, à la fin du film, dans les montagnes en fait qui fait un espèce de C'est une chaîne ruban humaine, rouge. voilà. Exactement. Alors, donc là, on vient de parler de typiquement de l'aspect biblique et je trouve qu'il y a une idée de prophétie qui se caractérise aussi via l'audio que l'on peut entendre dans le manège dans lequel Red s'engouffre au début du film quand elle va dans la salle des miroirs. On peut y entendre notamment, c'est très, très faible, on peut y entendre, Soto s'approcha de Taowan et lui dit: «Je veux que tu sois mon œuvre, que tu vois mon œuvre, c'est une réussite.» Taowan regarda et dit: «C'est très bien, mais ce n'est pas terminé. Tu dois maintenant créer la vie et la mettre en mouvement selon mon plan.» Et c'est mot pour mot ce qui va advenir de Red, qui va unifier les reliés et, telle une prophétesse, va mener les reliés pour leur soulèvement, pour sa vengeance, pour montrer au monde leur existence. Et durant la séquence du SDF, on peut voir aussi un couple en train de jouer à pierre-feuille-ciseaux. Et à mesure qu'ils jouent, ils tombent tout le temps, tous deux, sur le ciseau. Donc, outre le fait que, bon, ça peut paraître anodin comme ça, mais outre le fait que le ciseau est l'arme du crime utilisé par les reliés, on retrouve aussi par le geste le motif 1 plus 1 versus 1 plus 1, donc 11-11 de Jérémia. Ah oui, très bien vu. Exactement. On peut aussi voir des petits indices lorsqu'on voit Adélaïde petite. Elle arbore à chaque fois 2 tresses pour exprimer la dualité. Le fait que le lot qu'elle récupère à la fête foraine gagné par son père porte le numéro 11, ou encore tout simplement par la présence des jumelles de la famille Taylor, qui sont 2. Mais d'ailleurs, le t-shirt qu'elle gagne, il me semble que c'est, le t-shirt, C'est Thriller. avec ouais, exactement, mais qui parle aussi Mhm. d'une histoire de zombies, de transformation et tout. C'est très, Oui, très relié exactement. au sens fantastique du film. Ouais, ça, je ne l'ai pas noté. Mais c'est bien vu parce que c'est vrai que dans le clip, il y a c'est l'idée de dualité du gentil Michael Jackson et après du Michael Jackson en zombie. Exactement. Et enfin, pour continuer sur le 11-11, nous avons le soir même avant l'attaque de la version reliée de la famille Wilson, ce motif qui est entendu à la télé par un commentateur sportif, 11-11 dans la septième manche. Il y a aussi le réveil de Jason lorsque Adelaide vient lui souhaiter bonne nuit, qui affiche 11h11. Alors au-delà de tout ce que tu as dit qui est très, très intéressant, je trouve quand même que la séquence du prologue et du coup qui raconte en gros l'enfance d'Adélaïde, c'est pour moi une pure merveille d'horreur. C'est vraiment une histoire courte dans l'unité du film et c'est une sorte de préhistoire à ce qui va suivre, en fait. Et on sent vraiment la coupure, je trouve, dans, à ce moment-là, à la fin de cette partie où en fait on a une des gamines qui se retourne et l'autre qui se retourne pas. Et hem et pour le coup, on voit vraiment le monde à sa hauteur d'enfant, à travers ses yeux et la photographie de cette partie, elle est je trouve qu'elle et la de la seconde par enfin celle de la seconde partie est très, très bien aussi, mais celle de la première partie en particulier, elle est très, très bien maîtrisée dans la gestion de l'espace colorimétrique. On a cet espace qui est brouillon, qui est très bruyant, ultra coloré avec ces lumières de la fête foraine, versus la partie dans l'allée au miroir qui est solitaire, sombre, effrayante, avec aussi, cette atmosphère qui je trouve est beaucoup plus silencieuse par rapport au brouhaha qu'on avait dans la fête foraine et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on commence à rassembler, comme tu l'as très bien dit, tous les indices qui vont servir à décrypter la suite du film
Et même si je trouve que la suite du récit tombe sur une structure déjà plus classique du, revenge movie et qu'on est moins surpris que par le début, dans tous les cas, ça reste une vraie masterclass, je pense à tous les niveaux, autant au niveau de la mise en scène que du jeu d'acteur ou de la photographie. Hem, Et à propos de ça, justement, j'avais vu dans une interview que Lupita Nyong'o avait été prévenue par Jordan Peele, le réalisateur, que ce rôle allait être très difficile, justement parce qu'il y avait 2 rôles à jouer. Et du coup, par conséquent, apparemment, sur les sets, le plateau de tournage, il y avait 4 doublures par personnage. Et parfois, pour que les acteurs trouvent la bonne intonation, la bonne réaction face à leur double, eh ben, c'était Jordan Peele lui-même qui jouait. Voilà, tout simplement. Et c'est assez drôle de voir ça parce que bah, Jordan Peele, c'est on le connaît maintenant en étant un réalisateur d'horreur, mais ça a été aussi un acteur, réalisateur d'humour, de comique avec son partenaire dont j'ai oublié le nom. Et c'est intéressant de voir que bah, la palette d'acteurs de l'homme et de voir que ça a pu pas mal aider les, euh, les comédiens et comédiennes. ah ouais, c'est fou, je savais pas du tout ça. Bah, je trouve que ça va bien dans dans l'idée du film aussi parce qu'on trouve enfin moi en tout cas j'ai trouvé en voyant le film que c'était quelqu'un de très, très investi dans les thématiques et même dans la portée, peut-être plus, sociale de ces films. Donc ça ne m'étonne pas, je trouve que c'est dans une continuité logique. Ouais, tout à fait. Et comme tu l'as dit, on le voit au début du film. Et nous, s'il y a un truc qu'on a appris en école de cinéma, c'est que les 10-15 premières minutes du film sont déterminantes pour la construction d'un film, le succès, pas le succès, mais la qualité du film. Parce que toute cette scène, ces minutes d'exposition sont censées rassembler tous les enjeux forts et importants. Et Jordan Peele arrive brillamment à disséminer tout un indice que l'on ne voit pas à la première lecture. Moi, j'ai dû voir au bout de la troisième fois l'extrait pour me dire ah non, il y a un truc, ah il y a un autre truc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui maîtrise son scénario. Parce que le Coco, il a écrit et réalisé le film. Et c'est quelqu'un qui maîtrise tous les aspects de son œuvre, ce qui nous permet de guider le spectateur comme bon lui semble. Et c'est très fort à lui. Mais surtout, au-delà même du fait que la première partie du film pose des enjeux, je trouve que c'est aussi le début du pacte avec le spectateur. Parce que c'est la première chose qu'on va voir, c'est les premières caractérisations de personnages, caractérisations de lieux, donc c'est très, très fort. Si le début du film est plat, ça va être plus difficile pour le spectateur d'accrocher et il va déjà commencer à se faire une sorte d'avis ou de jugement qui va ensuite peut-être porter sur la suite du film, même si c'est inconscient. Lors de la confrontation avec la famille Double, ils se décrivent comme les ombres de leurs hôtes. Toutes les choses positives que vivaient les originaux, les ombres, les reliés, les vivaient en négatif, c'est-à-dire en souffrance, en malheur, en douleur, en cauchemar. Et à la question posée de qui ils sont, Red répond seulement par Nous sommes américains. Donc Jordan Peele parle ici véritablement des blessures de l'Amérique. Ceci montre en gros le côté obscur de chaque Américain, un double malveillant présent en chacun de nous. Et dans ce portrait de l'Amérique, on peut y voir aussi le parallèle de deux Amériques qui vivent dans la même ville, dans le même quartier, avec des milieux sociaux très différents et surtout des inégalités écrasantes. L'idée que au sein même d'une communauté, il peut y avoir des disparités sociales très 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 importantes. Et le portrait que Peel fait dans le film est guère plus réjouissant. On le voit avec la famille Taylor, les amis de la famille Wilson. On nous montre très clairement que les deux familles appartiennent à la même catégorie socio-professionnelle, à savoir une classe très aisée. Cependant, leur intégration n'est pas pleine et entière au sein de leur groupe social. Comme si les Wilson avaient atteint un plafond invisible de l'ascenseur social, un mépris de classe qui les empêchait d'être traités d'égal à égal, un rapport de domination non assumé mais infranchissable. Et ça, on le voit notamment quand le père de la famille Tyler dit notamment qu'il a oublié un truc dans la location de bateau. C'est comme si c'était un mépris déguisé, jamais assumé, mais toujours présent, mais qui exclut toujours la famille Wilson de cette catégorie sociale. Comme si ça creusait encore plus les inégalités au sein même des groupes. Bah, je suis, totalement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que le film a vraiment 2 couches de lecture et l'une d'elles, c'est aussi cette partie très, bah, superficielle, je pense qu'on peut le dire. C'est, oui, c'est la superficialité, en fait, d'une culture où tout est qu'apparence, possession matérielle et pour moi, comme tu l'as énoncé, les Tyler et le personnage de Gabe, c'est vraiment
le produit même, en fait, de cette culture. On se rend compte que leurs seules discussions, elles sont, basées sur, des possessions matérielles, que leurs relations, leurs buts sont, bah, carrément vides, en fait. On le voit aussi avec la mère des Tyler qui, bah, son seul sujet de conversation avec, Adélaïde, c'est la chirurgie esthétique, donc le paraître aux yeux de tous, aux yeux de la société et c'est pas un sujet de fond sur les affinités, les goûts, les couleurs, les loisirs, non, c'est vraiment sur le paraître et c'est donc durant cette soirée ou, durant cette première confrontation, on apprend que, Red avoue que son union avec Abraham, donc du coup la version reliée de Gabe, lui a été imposée. Donc cela voudrait dire que les ombres sont soumis à un déterminisme de copie avec leurs originaux. En soi, cela serait transposé dans le film un déterminisme social. On rappelle, le déterminisme social renvoie à l'idée selon laquelle la position sociale d'un individu à l'âge adulte serait en partie déterminée à sa naissance par l'origine socio-économique de ses parents. C'est en gros l'idée que les enfants d'ouvriers vont devenir ouvriers. Et là, le film arrive à transposer cette idée, mais à l'échelle horrifique, avec l'idée que peu importe ce que fait les originaux, les reliés sont soumis comme des ficelles, comme manipulés comme des marionnettes, ils seront soumis à un déterminisme de copie. Et on voit littéralement, je ne sais plus à quel moment dans le film, où on voit l'accent qui est dépeint en haut et sa transposition en bas avec l'équivalent, mais en moins gay, quoi. Ah oui, je pense qu'on peut même dans le symbole même du tunnel, on peut y voir clairement, bah, pour moi, une critique à nouveau de l'Amérique. Les tunnels, c'est ces lieux de vie qui sont complètement dénués d'âme et en fait, la seule chose qui a du sens, c'est le fait d'aller en surface et de retrouver, en fait, cette superficialité dont sont victimes, bah, ceux qui vivent en surface, style Gabe, les Tyler, et qui du coup ont une profondeur de pensée qui est, bah, plutôt, vide. Et d'ailleurs, justement les reliés, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est ceux qui vivent dans les tunnels, qui vivent au fond, hem, de ce que les autres ne veulent pas, en fait, qui se servent de ce que les autres ne veulent pas ou alors qui juste miment ce qu'ils sont censés mimer parce que c'est leur, bah, «fonction» entre guillemets. Et bah, oui, cette scène m'avait énormément marquée quand on voit justement la surface de la fête foraine et qu'on voit les espèces d'êtres zombies qui sont juste en train de mimer et Red l'explique en disant que leurs vies sont fades et que rien n'a de réelle valeur, que quand eux, ils mangent de la nourriture qui est savoureuse, eux, ils ont le droit à la viande de lapin cru. C'est exactement ça, c'est l'idée que, bah, c'est le parallèle entre une population opprimée qui vit dans l'ombre et une autre, qui vit du bonheur et de toutes les délices de la société, enfin de la vie, à la lumière. C'est le rapport entre, ombre et lumière, obscurité, darkness, tout ça, machin et justement, on a vu que, bah, du coup, les reliés étaient les doubles négatifs des originaux et ben, on observe que par le traitement des personnages, heu, chaque relié est l'inverse de l'autre. On voit notamment pour, Gabe, qui est un personnage beaucoup chaleureux, doux et on voit que son équivalent, c'est quelqu'un de violent, de sauvage, qui est à l'exact opposé de lui. Pareil pour la fille, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête et tout et son opposé, c'est quelqu'un qui a un sourire de façade, donc qui est très effrayant. Enfin, l'original, elle ne sourit pas beaucoup, mais là, c'est sourit genre, un peu trop flippant et elle aime courir là où la fille, ne veut plus courir, par exemple. Et pour le fils, c'est que c'est un jeune garçon assez peureux et tout, là où, l'autre, c'est un garçon qui n'a peur de rien, quitte à manier un peu trop le feu. Et enfin, pour finir sur la mère, c'est quelqu'un qui veut protéger sa famille à tout prix, là où l'autre ne se préoccupe pas de sa famille et ne veut que se venger. Mais là, c'est là où c'est intéressant, c'est que qui veut se venger de qui? Et c'est là qu'on voit la frontière du double se confondre pour au final rendre troubles les objectifs de chacune des 2 versions d'Adélaïde ou de Red. Alors pour le coup, pour moi, ce qui vient vraiment révolutionner l'histoire, c'est le plot twist. J'avoue que lors du premier visionnage du film, donc à sa sortie en cinéma,
Je trouve que ce plot twist qu'on a, qui est un peu je le trouvais un peu superflu. Je comprenais pas pourquoi il avait fait le choix d'aller vers, en fait, cette révélation où d'un coup l'histoire se renverse et on se rend compte que, Adélaïde n'est pas la vraie Adélaïde et que Red, n'est pas en fait, la reliée originale, mais qu'en fait c'était la petite fille et que dans l'allée des miroirs, les 2 ont échangé en fait leur place. Enfin, contre le gré de la «vraie» Adélaïde entre guillemets. Je sais pas si c'est très bien expliqué, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on a la vraie, la fausse, ouais. Hem Donc oui, donc je comprenais pas en quoi le fait que les 2 femmes se soient échangées ou aient été échangées était profondément intéressant. En fait, j'avais vu plutôt comme une manière de créer un but, narratif à l'adversaire et du coup de créer cette structure de revenge movie qu'on a dans ce que moi j'appelle la deuxième partie du film. Sauf que connaissant Jordan Peele et son premier film, Get Out, pour moi on ne peut pas enlever la dimension politique de ces films. Et en y réfléchissant, du coup, j'ai compris pourquoi cet échange était si capital, pardon. Donc comme on l'a dit avant, on se rend bien compte que, la lecture un petit peu plus profonde du film, c'est bien sûr la superficialité de l'Amérique, le fait qu'il y a des «injustices» entre guillemets, même si je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça des injustices sociales, mais on est dans un climat d'injustice où certains ont droit à tout et d'autres ont droit à rien. Alors du coup, qu'est-ce que vient faire là l'échange entre les 2 femmes? Et ben pour moi, l'échange montre qu'au final, la différence entre ceux d'en haut et ceux d'en bas et du coup le fait que certains ont tout eu et d'autres n'ont rien eu. Mais alors, qu'est-ce qui fait en fait la similarité entre eux? Plutôt que de regarder juste ce qui les différencie, qu'est-ce qui les rejoint? Eh bien en fait, quand on découvre que Red est en fait l'original et qu'Adélaïde est la «fausse» entre guillemets, on se rend compte qu'elle se livre un combat à mort car il n'y a qu'une seule place pour les 2. Et en fait, c'est une place pour le privilège, enfin ce que j'appellerais le privilège. Mais au final, ça veut aussi dire que vrai ou faux, bah, on est tous pareils. D'ailleurs, durant tout le film, personne n'a remarqué que les 2 femmes avaient été échangées, en fait. On a été incapable de se rendre compte que les 2 Adélaïdes avaient changé leur identité d'une certaine manière. Et en fait, ça en dit très long pour moi sur notre manière de percevoir le monstre. Une fois qu'ils ont le privilège, ils commettent les mêmes actes qui ont été condamnés, répercutent les mêmes erreurs et se livrent aux mêmes vices de la superficialité, exactement comme le fait la fausse Adélaïde, donc en fait le double. Et en fait, le problème, c'est pas tant les gens, peu importe ceux qui ont le privilège, le résultat, au final, c'est le même. Parce que le problème, c'est la notion même de privilège, et en fait, c'est elle qui détruit l'âme de ceux qui y cèdent. Et au final, on est tous prêts à mourir, enfin en tout cas à se battre à mort pour ce privilège-là. Et pour moi, c'est ça la dimension la plus profonde de ce film-là. C'est qu'en fait, on est tous pourris une fois qu'on a le privilège. Et c'est malgré nous, parce que on se bat pour quelque chose bah, qui nous dépasse, mais qui est aussi cette culture de la superficialité qui, pour moi, n'est pas juste propre à l'Amérique, mais qui est propre à la culture occidentale européenne d'une certaine manière aussi. Et en fait, quand on se souvient que les reliés sont des doubles créés par le gouvernement dans un projet de manipulation du peuple, mais qui a échoué et qui a été abandonné, hem et bah, ici aussi, on peut pas nier le rôle du gouvernement dans l'utilisation des gens et l'abandon de ces gens-là une fois que les intérêts changent. Et en fait, on se rend compte que le privilège est partout et que la problématique, persiste au final. Il n'y a pas vraiment de solution, en fait. C'est une sorte de combat à mort pour cette chose-là. Mais tu as totalement raison et je pense que et je l'avais pas remarqué, mais en t'écoutant, je me dis que c'est aussi une critique du rêve américain, de l'idée que chaque Américain peut s'élever de sa condition par soi-même, par l'effort et tout. Et Jordan Peele nous montre, littéralement, 2 personnages qui essaient de s'extirper de leurs conditions en se battant et en tuant. Donc c'est limite rendre enfin, limite pervertir le fameux modèle glorieux du rêve américain. Et c'est quelque chose, que l'horreur permet, que Peele a réussi très très brillamment, je trouve. Et même pour le rêve, pour la notion de rêve américain que tu évoques, je trouve quand même que il y a déjà une différence quand même, enfin la différence se sent quand même entre la famille Wilson et la famille Tyler. On sent vraiment que les Tyler,
ce qu'on appelle les vieux riches ou qui ont l'air de se sentir comme des vieux riches et qui, du coup, j'ai envie de dire, dénigrent un peu les peut-être nouveaux riches qui est cette classe d'Américains à la peau noire et qui ont eu un passé plus difficile et qui, du coup, acquérissent peut-être maintenant plus facilement ce type de richesse. Et là aussi, on sent en fait la différence et ce privilège, enfin, on le sent à tous les niveaux en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu parlais du fait de la survie. Et du coup, on a en même de se demander pourquoi les reliés ils tuent les originaux. Pourquoi ils ne peuvent pas vivre en harmonie, tout comme des bisounours et tout. Bah, tout simplement, en fait, c'est parce que, comme tu l'as dit, en fait, les reliés ils se vengent de l'oppression qu'ils ont subie. C'est l'idée d'une vie recluse sous la terre, à être condamné à vivre à vivre la vie de son original, sous le prisme d'une violence subie et inévitable. Et c'est pour cela que quand ils envahissent la surface, pour eux, c'est us or them, nous ou eux. Car comme le dit la chanson de Pinocchio, sans aucun lien je me tiens bien, je ne titube ni ne chancelle, je n'ai besoin d'aucune main qui tire des ficelles. L'idée est donc de couper les liens qui les contrôlent. L'idée de pouvoir avoir enfin son libre arbitre sur son corps et son âme. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le personnage de Jason. En fait, je le trouve très, très intriguant. D'abord parce que c'est le personnage, qui est déjà double dès le début du film. En fait, on se rend compte qu'il porte constamment une espèce de masque en plastique de monstre avec des crocs, qu'il enlève, en fait, pratiquement jamais. C'est celui qui aime jouer dans le placard, dans le noir, qui est assez discret et observateur, qui apprécie les tours de magie. Il est le premier à voir les doubles apparaître. D'abord, il y a la scène dont on parlait avant, en fait, c'est lui qui voit le SDF qui tenait la pancarte, Oui, tout à fait. mais dans le Sur la plage, oui. exactement, qui en fait commence la chaîne. On voit d'ailleurs, il y a un gros plan sur sa main un peu ensanglantée. Donc c'est le premier à voir les doubles, enfin ce double apparaître et c'est aussi le premier à voir les doubles de la famille apparaître. D'ailleurs, cette scène, je la trouve extrêmement intrigante. Parce que déjà, on voit juste avant sa mère qui vient le mettre au lit. Les rideaux au-dessus du lit sont tirés et il est censé dormir. La séquence d'après, c'est la mère et Gabe, le père, qui parlent. Et justement, ils sont interrompus par Jason qui arrive et qui leur dit il y a une famille qui se tient dans l'allée. Ouais. C'était horrible. Et du coup, je me demande mais comment il les a vus? Les rideaux sont tirés, il est censé dormir. Comment il a pu s'apercevoir que les doubles attendaient dehors? Parce ils font pas de bruit, rien. Donc je me suis demandé et la seule réponse plausible que j'ai, c'est qu'en fait, pour moi, il les sent. Genre, il sent leur présence, il les sent arriver. Ah bah oui. Oui, oui, totalement, totalement. Et en fait, quand on regarde son double, bah, déjà, il porte un masque lui aussi et apprécie jouer avec le feu. C'est le seul de la famille qui ne parle pas, enfin, quand je dis parler, c'est faire des grognements ou des bruits, quelconques, c'est Oui, celui il en qui fait est quand même, hein. Il ah en fait ouais? quand même, hein. J'ai Ouais, ouais. l'impression qu'il j'ai l'impression qu'il est très, très discret comparé aux autres. Enfin, on dirait un petit animal, tu vois? Un peu, Oui, oui. Mais la seule qui ne parle pas, c'est le double de la fille. OK, OK, autant pour moi. Bah, dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est il est dans la en fait, je trouve qu'il a des caractéristiques communes avec, alors qu'avant tu disais justement que les doubles avaient été des sortes d'opposés en caractère avec les personnages et lui, je trouve qu'il est assez ressemblant en fait à Jason. Hem et le bas de son visage, est brûlé. De plus, concernant en tout cas la partie, du visage brûlé, son nom c'est Pluton. Donc Pluton en référence au nom romain du dieu grec Hadès. Et dans la mythologie grecque, c'est le dieu de l'invisible et de l'au-delà, aussi appelé enfer, et son nom peut se traduire par celui qu'on ne voit pas. Et ce que je trouve excellent, c'est le lien en fait qui semble encore unir les 2. Pour moi, c'est des êtres qui sont encore très connectés. Et en fait, on le voit par exemple par une sorte de jeu de similarité, de mimétique, qui les pousse à faire les mêmes mouvements. Et en fait, ils s'en rendent compte par exemple quand il est avec lui dans le placard et qu'il fait son espèce de tour de magie. On sent qu'il y a une connexion entre une sorte de communication qu'il n'y a pas du tout chez les autres personnages adultes ou adolescents. Et, euh, et pour moi, c'est en fait parce qu'il est encore connecté d'une certaine manière à son double qui sent leur présence.
Et d'ailleurs, il y a une mention du fait qu'il sent leur présence alors c'est la scène où ils sont dans la voiture et qu'ils arrivent face à une voiture qui est en feu. Et il dit, et c'est lui en fait qui avertit sa famille, qui leur dit, c'est un piège, c'est un piège. Et là, du coup, tous sortent de la voiture. Et du coup, lui parvient à se débarrasser par la ruse de son double. Et là, je pense qu'on peut faire une petite analyse de personnage parce que pour moi, Jason, c'est le personnage du trickster. C'est celui qui voit et qui dévoile les intentions et les apparences cachées par la ruse et les tours de passe-passe. C'est celui qui se déguise. Et c'est littéralement celui qui voit en fait derrière les masques. Et du coup, on peut faire une analogie. Enfin, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il en porte un. Et c'est le seul qui se rend véritablement compte de la nature de sa mère. Et d'ailleurs, à la fin, quand il croise son regard, il remet son masque. Et pour toi, ça voudrait dire quoi? J'ai pas de réponse vraiment, mais pour moi, le fait qu'il remette son masque, en fait, c'est une sorte de peut-être passage à l'âge adulte. Enfin, pour moi, c'est une prise de conscience dans tous les cas, parce qu'en fait, il remarque que les choses fonctionnent autour de lui d'une certaine manière. C'est celui qui a tué son double. Et peut-être qu'en fait, ta notion de double, elle est maintenant à l'intérieur de lui-même, tu vois. Et il comprend mieux les choses. Et c'est pour ça qu'il revêt son masque. Je sais pas, c'est ma vision du truc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est palpable, mais tu as réussi à le mettre sous la lumière. Et on le voit notamment, enfin, la manière dont Jason tue son double, c'est très inhabituel. Là où pour les autres, c'est typiquement des scènes de violence classiques. Là, c'est une scène de miroir où Jason recule petit à petit et son double recule jusqu'à être dévoré par les flammes. C'est l'idée même du miroir que c'est l'idée du double poussé à son paroxysme. C'est une connexion entre eux, comme tu dis, soumis à un mimétisme, mais qui arrive à un paroxysme où les deux finalement partagent probablement plus qu'on ne le pense, quoi. Mais concernant la lutte pour la survie, moi j'ai noté quand même que c'est l'idée que il ne peut exister qu'une seule version d'une personne. Comme si la société ne pouvait accepter deux versions de soi-même. Donc, les deux versions doivent se battre à mort pour réclamer leur droit de vivre, leur droit à l'existence. Donc, quitte à ce que ces deux dualités ne fassent plus qu'une, quitte à ce que le loup prenne l'apparence d'une brebis pour ne faire qu'un. Et je me dis que quand on voit Adélaïde, typiquement, c'est une louve qui s'est déguisée en brebis et qui, après la première demi-heure du film, retrouve son côté de louve, quoi. Retrouve ses instincts de relier entre parenthèses. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a fait peur et qui donne pas mal d'indices, en fait. Tout le film donne pas mal d'indices sur l'identité d'Adélaïde. Mais il y a une scène où on voit vraiment le côté relié d'Adélaïde. C'est quand elle tue son double. Elle fait les mêmes mimiques de bouche que Red et que les autres reliés. C'est un truc qui m'a vraiment choqué. Et là, tu te dis, ok, à ce moment-là, il y a une couille dans le pâté. Mais d'ailleurs, Et... Mais Vas-y. toute la scène de bataille en fait entre les deux, quand elles sont dans cette espèce d'enfer de tunnel, c'est une scène en fait, les mouvements sont des sortes de mouvements aussi qui se complètent. C'est comme une danse en fait. T'as l'impression qu'il y a les deux, elles sont dans une espèce de chorégraphie très dansée, sachant qu'en plus Adélaïde, dans sa jeunesse, a fait de la danse, et que c'est une des manières en fait qu'a eu le double, mais du coup la vraie Adélaïde à ce moment-là, dans les enfers, de se libérer en fait, d'une certaine façon. Cette scène est très très étrange, on la voit à un moment danser dans ces couloirs souterrains. Pour moi, cette scène, elle est vraiment révélatrice. C'est le climax de leur relation. Parce que typiquement, je parlais de l'exemple de Pinocchio. Là, quand Red divise et devine tous les coups et les attaques d'Adélaïde, pour moi, c'est comme si Red était contrôlé et manipulé par des ficelles. Et que peu importe ce que faisait Adélaïde, Red arriverait à parer ses coups. Et j'ai l'impression que le véritable enjeu de cette scène, c'est pour Adélaïde de couper ses liens, de couper ces chaînes qui le relient au passé et entre elles pour enfin être libre. Car ce lien qui les unit, comme tu dis, il n'est pas anodin. Et ça vient notamment de la danse, parce que
Dans le film, il y a clairement Red nous dit clairement que durant cette, prestation que Adelaide a eue, que Red a senti cette connexion et une connexion qui est devenue un événement matriciel qui s'est gravé littéralement dans leur chair. C'est comme si en fait ce lien avait transcendé le temps et l'espace et n'était seulement connu que par leur corps et leur instinct. Et c'est intéressant de voir que c'est aussi le point de départ de la vie de Red, quoi. C'est à partir de cette représentation sous terre qu'elle a commencé à être suivie par les autoreliés et elle a pu mettre au point son plan pour arriver à la surface. C'est comme si c'était le point de départ, le milieu et en même temps la conclusion de leur histoire. Et c'est très beau, je trouve. C'est très beau. Mais d'ailleurs, à un moment, on voit cette entrevue avec une psychiatre qui explique justement que comme la petite ne parle plus, il faudrait qu'elle fasse une activité artistique, en fait, pour se reconnecter à son intérieur, à sa parole et pour qu'elle puisse, en fait, retrouver une sorte de forme d'expression d'elle-même. Donc tu crois que ce serait la danse comme acte physique, comme moyen de communication physique entre les deux? Comme un lien Bah, je sais pas, mais qui les unit? je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé, en fait, à ce niveau-là. C'est quand elle s'est mise à danser, en fait, qu'elle a pu peut-être se reconnecter à je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans. En tout cas, c'est ce que dit la psychiatre et c'est un événement ensuite qui pour toutes les 2 a été, décisif. Pas du twist de fin, avec la portée politique qui en découle. Moi, j'ai trouvé une autre signification à ce twist. Et je trouve que le film pose une question insoluble à ce moment-là. Parce que c'est comme si c'est relié, c'est copies, c'est clones dépourvus d'âme, c'est comme ça qu'ils nous sont présentés. Lorsqu'ils sont confrontés à la société, à l'amour, à la liberté, est-ce qu'ils sont toujours dénués d'une âme? Parce que clairement, Adélaïde, c'est une ancienne reliée qui a été confrontée à la société, qui a été baignée par l'amour de ses parents, l'amour de Gabe, l'amour de ses enfants, qui a enfanté, etc., etc., etc. Et du coup, le film pose des questions en fait. Est-ce que ces clones ont véritablement une âme ou est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce que les reliés, est-ce que les êtres humains, est-ce que l'un mérite plus de vivre que les autres? Est-ce que véritablement les reliés sont juste que des copies et pas plus encore? Et c'est ça, je pense, que le film pose comme question insoluble, je pense, mais qui nous fait gratouiller le cerveau. J'ai l'impression quand même que ce que Jordan Peele dit, c'est que les monstres, on les crée, quoi. Ils sortent pas de nulle part. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est aussi cette vie justement, cette vie, sans valeur, froide, sans amour, sans rien en fait, qui crée aussi la figure du monstre. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi, assez intéressant je trouve, c'est la musique du film. Parce que moi elle m'a alors déjà je la trouve géniale parce qu'elle Exactement, permet vraiment de exactement. rentrer dans l'atmosphère du, du genre horreur. Et en fait, on trouve on retrouve la dimension de dualité dans la composition même du thème, en fait. Qui s'appelle, Bah, c'est étrange parce que moi, j'ai essayé de l'analyser et je m'en suis pas enfin, j'ai du mal à trouver un sens à cette musique. Mais du coup, toi, tu as vu quoi dedans? alors, j'ai été quand même faire des petites recherches auprès du compositeur qui s'appelle, Michael Abels. J'ai été quand même lire quelques interviews et tout parce que, j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes. Et par exemple pour le thème principal qui s'appelle Anthem, je pense qu'on peut traduire ça par, ouais, une sorte d'hymne. En fait, il explique qu'il a travaillé avec des instruments qui ne sont habituellement pas utilisés ensemble pour créer justement des duos surprenants. Et il parle par exemple des violons et d'un instrument qui s'appelle un cymbalum, je ne sais pas, cymbalum, qui est en fait une cithare sur table, enfin, c'est une sorte d'instrument à cordes frappées. Vous pouvez aller chercher sur internet. C'est très spécial comme instrument. Et en fait, on se rend compte que l'idée même de dualité a été transmise dans le thème musical et il y a une autre musique, j'ai pas le nom, mais il y a une autre musique justement du film qui est une sorte de chanson en langue très étrange avec ces espèces de coups de violon par moments qui rappellent un peu le meurtre, le gore, hem et en fait, c'est une langue étrangère
qui a été créé par Michael Abels. Et il voulait que la langue ne dise rien. Donc c'est assez spécial parce qu'en fait, il voulait vraiment que la langue ne dise rien ou en tout cas que ça ne suscite rien de vraiment connu chez les auditeurs, enfin chez les spectateurs. Et pour ce faire, il a pris en fait des sons qui sont assez utilisés, des sons, par exemple si, ré, enfin ce genre de sons qui rappellent en plus des notes de musique et il les a mis dans un ordre un peu spécial, pour justement essayer de créer une sorte de non-sens. Et justement, il dit que c'était tellement difficile de créer le non-sens qu'après il a eu une espèce d'énorme, admiration pour, des écrivains style que, Lewis Carroll, par exemple, qui a écrit Alice au pays des merveilles, ou encore Dr Seuss qui a fait de nombreux livres pour enfants et qui utilisait justement ce principe de non-sens. Mais il y a vraiment une vraie recherche. C'est vrai que, la plupart du temps, la musique est je dirais pas que ça passe à la trappe, mais c'est vrai que ça reste quelque chose qui suit un peu le récit narratif, qui a tendance à calquer un peu les idées qu'on voit ou qu'on entend, dans le film. Alors que là, c'est vraiment quelque chose d'à part et qui ressort avec sa propre, en fait, logique. Et puis, je pense que pour finir, je dirais que le Us du titre, il fait bien évidemment référence au relié, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi tout simplement référence à Red et Adelaide. C'est l'idée d'un nous que tout ressemble, mais que tout oppose. Une dualité qui ne peut exister et ne peut résulter que sur une unité. Un combat entre deux forces qui ne mène qu'à une fusion d'un tout.